Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, il y a quand même quelques petites précisions du côté d'AMD sur RDNA 3 et quelques autres news. Voyons ça, c'est parti. Et donc on commence du côté des processeurs avec le i5 13400 de chez Intel qui se promène un petit peu dans la nature apparemment puisque ça a été flashé sous le bench de CPU-Z. Et ce qui est intéressant ici, c'est que comme on pouvait le supposer, ce i5 13400 serait en fait très proche des performances de l'i5 12600K de la génération précédente. Et au niveau des performances, on aurait quelque chose de 3% plus performant en single thread que le 12400 de la génération précédente, et 31% de performance en plus en multithreading, ce qui est plutôt logique. La grosse différence entre le 12400 et le 13400, c'est l'ajout des 4 e-core qui n'étaient pas présents sur la génération précédente. Autre point à prendre en compte aussi, c'est que dans ce tableau récapitulatif, le 13400 et le 13400F peuvent être basés soit sur du Raptor Lake, soit sur du Alder Lake, à voir si ça aura un impact sur les performances ou pas, mais c'était une particularité dont on avait déjà entendu parler, c'est que tout ce qui était en dessous du 13600K, ce serait soit du Alder Lake et parfois certains modèles en Raptor Lake. Et c'est vrai qu'autant sur le milieu de gamme, pour une utilisation mixte, le 13600K ou KF sont hyper intéressants parce qu'ils offrent de très bonnes performances en applicatif et aussi en gaming, autant pour du gaming pur uniquement, ça reste quand même un petit peu cher, et donc ce 13400 pourrait être une alternative particulièrement intéressante, surtout s'il est proposé aux alentours des 200$, comme c'était le cas du 12400 de la génération précédente. Au niveau de la date de sortie, pour l'instant, on ne sait pas trop. Apparemment, on devra en entendre parler avant la fin de l'année, pour une sortie peut-être pour début 2023. J'espère que ça arrivera assez rapidement, puisque c'est ni plus ni moins en fait qu'un 12600K non overclockable, avec un tarif plus agressif. Ce serait plutôt cool à l'avoir assez rapidement. Toujours côté processeur maintenant avec AMD et les Ryzen 5000 qui sont effectivement en promotion actuellement. C'est global, c'est une promotion pré-Black Friday apparemment. Bon, comme je le disais dans une autre vidéo, ça sent quand même fortement le vidage de stock pour les Ryzen d'ancienne génération, et ça semble se vérifier ici, puisqu'apparemment aux États-Unis, le 5800X3D est proposé à 330$, ce qui en fait vraiment un choix très intéressant pour une utilisation particulièrement orienté gaming. Alors après, il n'y a pas que le 5800X3D qui est en promo. Sur le site US, tous les Ryzen 5000 sont en promotion. Chez nous, c'est un petit peu moins évident, puisque en dehors du 5800X3D qui a certes baissé de prix, mais qui reste ici sur le shop officiel à 400$ environ, il y a moyen de le trouver moins cher dans le commerce. Il y a des petites baisses de prix, mais c'est quand même moins violent que ce qu'on voit sur le shop US. Par contre, si vous faites un tour sur D-Labs en ce moment, vous voyez que très clairement, les Ryzen 5000, il y a de la promo dans tous les sens. Et si vous faites même un tour sur Amazon France, vous pouvez trouver le Ryzen 5 5600 à environ 150€. Alors c'est pas le prix le plus bas qu'on ait jamais vu pour le 5600, mais ça reste un prix quand même hyper attractif. Concrètement, si vous êtes encore sur un Ryzen 1600 ou 1700 ou même 1800, ou même les 2006, 2007, 2008, upgradez vers ce 5600, vous aurez vraiment de meilleures performances en gaming, et même en applicatif. Ce 5600 fera mieux que les 8 corps d'ancienne génération. Si vous êtes encore avec des Ryzen 3000, il y a un petit peu moins de nécessité d'upgrade, mais ça reste quand même un upgrade à pas trop cher, puisque en revendant votre Ryzen de génération 3000, vous devriez pouvoir vous en sortir ici pour un upgrade à environ 50$ grand maximum. Personnellement, j'hésiterai pas trop, et si vous voulez plus de corps, il y a aussi le 5700 qui se trouve à des tarifs plutôt intéressants en ce moment également. Toujours du côté des baisses de prix, alors là c'est plus orienté États-Unis, et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le même type d'offre chez nous. Toujours chez Micro Center, souvenez-vous, la semaine dernière on en avait parlé, puisqu'il faisait un bundle avec les Ryzen 7700 et supérieurs, où il vous offrait 32Go de RAM en DDR5, ce qui était quand même un deal plutôt intéressant. Il rempile cette semaine avec deux autres offres, avec ici apparemment, on vous donne une carte mère Asus Z690+, quand vous achetez un i7 12700K, et donc ça fait le combo pour 350$, ce qui est quand même hyper agressif et hyper intéressant pour le prix. Et ils ont aussi une offre avec un Ryzen 3600 avec une carte mère en B450 pour 130$. Bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le même type d'offre chez nous, parce que franchement, ça pourrait permettre de faire des configs quand même très sympas pour un tarif vraiment hyper agressif. Parce que c'est vrai que du côté des revendeurs en France, on n'a pas du tout ce type d'offre ou de tarif. Quand on voit que très souvent, on est obligé d'aller chercher des prix plus attractifs en Allemagne ou en Espagne.
bah, c'est un petit peu dommage. On continue maintenant du côté des GPU avec les Chinois qui continuent de bosser sur leur GPU maison, et donc apparemment la boîte Mortreads serait capable maintenant de fabriquer un GPU avec 22 milliards de transistors en PCI Express Gen 5, avec 4096 cores et 16 Go de RAM. Alors au niveau des performances, on sait pas trop, mais ce qui est plutôt amusant, c'est qu'au niveau de la présentation, ça ressemble énormément à ce que propose Nvidia ou AMD, que ce soit au niveau des photos de la puce, et même le présentateur avec sa veste en cuir qui rappellera une certaine personne d'une marque verte. Bon, dans l'ensemble, ils mettent surtout l'accent sur les performances en jeu dans les jeux compétitifs. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos si ça fonctionne bien. Ils ont une puce pour les gamers et une puce pour les serveurs, avec plus ou moins de RAM. Et il y aurait apparemment aussi sur ces puces un équivalent des Tensor Core. Donc bon, c'est assez intéressant de voir l'évolution de tout ça. Après, au niveau des graphes qui sont fournis, je suis incapable de les lire, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quand même intéressant de voir que par rapport à leur ancienne architecture, ils font quand même des gains en performance assez significatifs. Donc c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'on verra ce type de produit un jour sur le marché européen ou mondial? On verra bien, hein. Bon, c'est intéressant de regarder ça de loin pour l'instant. Moins réjouissant, toujours ce problème de câbles qui font avec les RTX 4090, et apparemment, même les connecteurs qui sont sur les nouvelles alimentations de nouvelle génération ne seraient pas épargnés. Donc, encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo sur le sujet, soyez quand même vigilants si vous avez une RTX 4090. Faites surtout attention que le connecteur soit bien enclenché, puisque ce serait apparemment un problème. Il n'est pas forcément hyper évident de savoir si on a vraiment bien enclenché ce nouveau tout petit connecteur par rapport aux anciens, mais il faut vraiment faire en sorte de bien l'enclencher droit, et pas de façon biais, et qu'il soit bien clipsé. Il faut aussi faire attention de ne pas trop le plier pour l'instant, même si on ne sait pas trop si c'est vraiment un facteur hyper important ou pas, mais dans le doute, il vaut mieux être vigilant. Et c'est pareil, je vous conseille quand même, pour éviter de faire trop chauffer le connecteur, de limiter la consommation de la carte en baissant par exemple sous Afterburner le power limit à environ 70%, vous perdrez vraiment quasiment rien au niveau des performances. Et ça pourrait peut-être diminuer les risques potentiels. En attendant de savoir ce qui se passe vraiment, j'espère vraiment qu'Nvidia va communiquer rapidement sur le sujet. Et on enchaîne avec RDNA 3, puisque depuis l'annonce des nouvelles Radeon, on a aussi eu des interviews par exemple chez PC World, on va y revenir ensuite, et on a aussi eu quelques infos de coulisses, comme par exemple ici ce diagramme de RDNA 3, qui serait apparemment en provenance d'AMD, où il y a des choses indiquées qui ne se retrouvent pas forcément dans la nature, comme quoi RDNA 3 était prévu pour aller jusque 3 GHz, et apparemment ce ne serait pas le cas dans les cartes qui ont été annoncées jusqu'ici. Et on a des rumeurs sur Twitter à prendre avec de grosses pincettes bien évidemment ici, puisque c'est totalement invérifiable pour l'instant. Navi 31 aurait un souci technique qui empêcherait la carte d'aller jusque 3 GHz de façon correcte en ayant une consommation raisonnable, on va dire, et ce problème aurait été résolu par exemple pour Navi 32 et peut-être pour des révisions futures de Navi 31. Et en parallèle de ça, la même personne nous indique que, selon des AIB apparemment avec qui il aurait contact, les cartes avec 3 x 8 pins pourraient aller jusque 2.8 GHz à 450 watts, et ça apporterait moins de 5% de performance en plus sur Time Spy Extreme par exemple. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'AMD a choisi de limiter la consommation de sa carte à 350 watts environ, puisqu'apparemment le gain pour 100 watts de plus n'est pas vraiment hyper impressionnant. Et apparemment il serait totalement impossible d'aller au-dessus des 2.9 GHz, peu importe le voltage, peu importe le wattage, ce serait instable au-dessus des 2.9. Donc c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment. Alors après ça m'a fait aussi un petit peu rigoler, parce que sous ma vidéo de présentation de RDNA 3, il y en a qui me trouvaient pas très enthousiaste ou moins enthousiaste que d'autres personnes sur les Radeon 7900, c'est tout simplement parce qu'en réalité AMD a été très flou, on n'a pas appris grand chose, les indices de performance sont également très flous dans l'ensemble, plus flous que d'ordinaire, donc pour l'instant j'ai juste envie de dire, attendons de voir ce que ça donne réellement avant de donner un avis concret, puisque malgré tout, même si les tarifs et le performance-prix qui semble se profiler paraît hyper intéressant par rapport par exemple à la 4090 qui coûte bien plus cher, on est totalement d'accord, mais c'est pas non plus des cartes bon marché, c'est quand même des cartes qui vont se retrouver chez nous à 1100, 1300 euros, c'est quand même pas le deal du siècle, même si c'est moins pire que la concurrence, ça reste des prix hyper élevés. Et si on prend par exemple l'interview de Frank Azor à PC World, j'ai trouvé que la communication était quand même assez étrange dans l'ensemble,
puisqu'ils ont déclaré bien que la 7900 XTX n'était pas une concurrente de la 4090, mais de la RTX 4080. Et l'excuse pour ne pas avoir mis de carte concurrente dans les benches présentés par AMD pour la 7900 XTX, eh bien c'est que comme la 4080 n'est pas encore sortie, ils n'ont pas encore de benchmark pour elle. Ok, mais ça n'empêchait pas de comparer à la 4090, même si ça aurait été pas très avantageux, mais comme ils ont l'avantage du tarif, je dirais, ça aurait pu permettre de voir que, par exemple, pour 10-15% de performance moins, vous payez quand même beaucoup moins cher que la concurrence. Ça aurait pu être un argument hyper intéressant à mettre en avant, justement. Puisque bon, pour rappel, la fois dernière, au moment de la présentation de RDNA 2, la 6800 XT, eh bien, ils étaient bien heureux de la comparer à la 3080, en montrant que, dans les grandes lignes, c'était équivalent, parfois au-dessus, parfois en dessous, mais à un niveau de performance similaire. Et si on prend les graphes de l'époque qui avaient été montrés aussi, AMD avait comparé par exemple la RX 6800 à la 2080 Ti. Qu'est-ce qui empêchait AMD ici de comparer par exemple la 7900 XT à la 3090 Ti de la génération précédente? Absolument rien. D'autant plus que vu les prix pratiqués actuellement justement pour les 3090 Ti ou 3090, mettre en avant le fait que la 7900 XT à un tarif moindre proposerait de bien meilleures performances, c'était tout à fait pertinent. La bonne nouvelle entre guillemets dans cette interview, c'est au sujet du FSR3, même s'ils ont été très vagues encore une fois sur le sujet, ils ont indiqué que pour le FSR3, ils essaieraient de faire en sorte que ce soit compatible avec les Radeon 6000 par exemple, et tous les autres GPU si possible, mais que c'était pas garanti non plus. Donc en ce qui concerne le FSR3, pour l'instant on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que c'est, quand ça va arriver, est-ce qu'il y aura beaucoup de jeux qui seront supportés par la technologie ou pas. Encore une fois, c'est très bien d'annoncer des features, mais quand on n'a rien à se mettre sous la dent non plus, c'est quand même assez compliqué d'être hypé, ou d'essayer de les mettre en avant, puisqu'au final, on ne sait rien. Autre point, moi, qui m'a paru un petit peu étrange pendant cette interview, c'est qu'il y a un moment quelqu'un qui a posé la question comment ça se fait qu'AMD se soucie tout d'un coup de la consommation ou du perf par watt, alors qu'avant c'était pas forcément aussi important que ça. En gros, la réponse de Frank Azor, c'était que c'était le sweet spot, qu'il n'y avait pas forcément de raison d'aller consommer énormément, ça pose des problèmes au niveau de la taille des cartes, machin, tout ça, totalement d'accord. Par contre, ça va complètement à l'encontre de ce qui se passe du côté des processeurs chez AMD, où sur les Ryzen 7000, on est allé chercher une consommation absolument délirante, vraiment fortement en hausse par rapport à la génération précédente, pour essayer de grappiller le moindre pourcentage de performance en plus. Donc d'un côté, on a des processeurs qui montent hyper haut au niveau de la conso, et on essaye de nous dire de l'autre côté qu'AMD essaye d'être raisonnable au niveau de la conso de ses GPU. Alors je sais que c'est pas la même division qui s'occupe des processeurs et des GPU, mais au niveau du discours global, c'est pas très logique. Et encore une fois, si AMD avait pu demander plus d'argent pour sa 7900 XTX, il se serait pas dérangé de le faire, donc le placement tarifaire, il est plutôt logique si effectivement la carte c'est vraiment une concurrente de la 4080 plus que de la 4090. On verra au moment des tests, personnellement j'espère vraiment qu'elle soit plus proche de la 4090 que de la 4080, puisqu'au niveau des specs de la 7900 XTX, elle est clairement taillée pour concurrencer la 4090 et pas la 4080. Puisque si on prend les stats de la puce, la 7950 XTX, c'est une puce de 533 mm2 avec 24 Go de RAM, un bus mémoire 384 bits. Enfin, c'est vraiment des specs de cartes très haut de gamme. Si on compare ça à la RTX 4090, alors effectivement, la 4090 c'est 608 mm2, la 7950 XTX est certes beaucoup plus petite, mais si on compare ça maintenant à la 4080, le AD103 c'est 379 mm2, c'est une puce beaucoup plus petite que la 7900 XTX. Et la 4080, c'est aussi une carte avec seulement, entre guillemets, 16 Go de RAM sur un bus mémoire 256 bits, là où la 7900 XTX, eh bien, c'est du 24 Go de RAM ou 20 Go de RAM sur un bus 384 ou 320 bits. Dans l'ensemble, c'est pas la même gamme de cartes qui est visée ici. Donc bon, que la 7900 XTX ou XT ne soit pas capable d'aller chercher les performances de la 4090, ça paraît acquis, même si en rasterisation ça pourrait être assez proche au final. Par contre, de dire qu'elle est sortie pour concurrencer la 4080, c'est pas vraiment ce que laissent supposer les specs de la puce. Alors après, on est tout à fait d'accord, la 4080, vu les performances attendues et vu le prix qui est demandé pour l'instant, elle paraît quand même être en grosse difficulté par rapport à la future 7900 XTX ou même la 7900 XT. On est bien d'accord, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je le dis depuis le début, la 4080 16 Go, pour moi, elle est beaucoup trop chère.
Et c'est là un des autres points qui, moi, me chagrine un petit peu sur cette nouvelle génération de GPU, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, eh bien, où sont passées les cartes haut de gamme hyper intéressantes pour les joueurs? Elles ont tout simplement disparu. Puisque si on reprend la génération précédente, on avait certes la 3090 et la 6900 XT qui étaient proposées à 1000 $ et 1500 $, et on avait, pour les joueurs plus raisonnables, on va dire, des cartes moins puissantes et qui coûtaient beaucoup moins cher. La 3080, ben c'était une 3090 avec moins de RAM et moins de puissance brute, mais dans l'ensemble on était quand même assez proche, on était aux alentours des 15-20% de performance moins dans le pire des cas, et pour la 6800 XT par rapport à la 6900 XT c'était pareil, on perdait 10% de performance. Par contre au niveau de l'interface mémoire c'était exactement la même chose, donc on avait toujours les 16 Go de RAM, et même la 6800 tout court c'était pareil, on avait juste de la puissance brute en moins. Et la grosse différence, eh bien, c'est que la 3080 elle coûtait moitié prix de la 3090, et la 6800 XT, on passait de 1000 $ pour la 6900 XT à 650 $ pour la 6800 XT, et 579 $ pour la 6800. Et si on regarde les specs de la 7900 XT par rapport à la XTX, c'est tout simplement une 7800 XT ou 7800 tout court qui ne porte pas son nom. Et ce coup-ci, eh bien, on a uniquement 100 $ de différence entre les deux. Ça la rend totalement inintéressante. La 7900 XT, c'est certainement un très bon GPU, mais pas à 900 $. Ça aurait dû coûter 800 dans le pire des cas, et je l'aurais bien vu moi aux alentours des 750. Ça aurait été plus cher que la génération précédente, mais bon, vu que tout monte de prix, j'aurais dit bon, ok, c'est plus cher, mais on reste encore dans le raisonnable, tandis que là, on est à 900 $, c'est pas du tout intéressant. Et on a exactement le même problème chez Nvidia entre la 4090 et la 4080. On aura une carte qui, même là, au niveau des specs et des chiffres qu'Nvidia nous a déjà montré, on est aux alentours des 30% de moins, voire 40% de moins performante par rapport à la 4090. Et là, le prix qui est demandé, ben, c'est 1200 $. Là où la 3080, à sa sortie, eh bien, c'était 700 $. Il y a clairement un truc qui va pas. Et personnellement, hein, les cartes que je trouvais les plus intéressantes sur la génération précédente, justement, eh bien, c'était chez Nvidia la 3080 et la 3060 Ti, et chez AMD c'était la 6800 XT et la 6800 tout court. Et bien ici elles ne sont pas là, ou elles sont proposées à des tarifs bien plus élevés qu'auparavant. Alors après oui, bien sûr, je sais aussi que pour Nvidia ou pour AMD, il reste aussi beaucoup de cartes de la génération précédente à écouler. C'est peut-être aussi pour ça que les prix sont proposés à un tarif plus élevé que sur la génération précédente, pour ce type de cartes légèrement castrées justement, parce qu'il reste beaucoup d'anciennes cartes encore à vendre. Mais bon, pour l'acheteur, au final, eh bien ça le fait pas de trop. Et il faut pas s'y tromper non plus, hein. Le fait d'avoir des cartes légèrement moins puissantes, à peine moins chères, eh bien c'est aussi pour pousser l'achat vers le modèle le plus puissant pour dépenser un petit peu plus. C'est du marketing. Parce que si on prend l'exemple de la 4080 par rapport à la 4090, c'est 1200 $ contre 1600 aux États-Unis. Quand on est déjà à dépenser 1200 $ pour la 4080, vu la différence de performance avec la 4090, ça donne juste plus envie d'acheter la 4090 que la 4080. Et la 7900 XT par rapport à la XTX, c'est exactement la même chose. Pour 100 balles de différence, il n'y a quasiment aucune raison d'aller chercher la 7900 XT plutôt que l'autre, vu la différence de performance. Puisque bon, à vue de nez, rien qu'avec les specs, hein, on peut s'attendre à du 15-20% de moins pour la XT par rapport à la XTX. Pour 100 $ de différence, c'est un no-brainer. Et c'est pour ça aussi que j'arrête pas de dire dans mes vidéos que si vous trouvez une carte de la génération actuelle, hein, les RTX 3000 ou 6000 à un bon tarif, si vous trouvez une 6800 XT pour environ 500 balles ou une 3080 pour environ 500 balles aussi, même en occasion, hein, ça peut être un deal hyper intéressant, puisque de toute façon, à mon avis, les nouvelles générations proposeront pas vraiment mieux à ce tarif-là. Donc, si vous trouvez un bon prix, n'hésitez pas trop non plus, puisqu'en réalité, le performance-prix sur cette nouvelle génération n'a pas vraiment évolué. Malgré tout, hein, je suis très content qu'AMD ait positionné sa 7900 XTX à 1000 $ et pas plus, puisqu'avant l'annonce, hein, je l'avais dit en stream, moi je m'attendais plutôt à du 1200 $. Je m'attendais à ce qu'AMD soit un petit peu moins cher qu'Nvidia, parce qu'ils sont un petit peu obligés de toute façon, quoi qu'il arrive, à part s'ils avaient vraiment eu une carte largement plus performante que la 4090, ce qui n'est pas le cas ici, du coup ils sont obligés d'être moins chers. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient à 1000 $, je m'attendais à 1200. Donc oui, je suis très content qu'AMD soit plus raisonnable. Après, on va attendre aussi de voir les performances de la carte,
puisque le prix c'est une chose, les performances c'en est une autre. Mais rien que le fait d'avoir positionné la carte à 1000 $, ça veut aussi dire que justement, tout ce qui est 3090, 3090 Ti, ça va être hyper compliqué de justifier un tarif de 1000 balles et plus, comme c'est le cas actuellement. Ça va forcément devoir baisser, que ce soit en neuf ou en occasion. C'est à surveiller et j'espère que les tarifs vont enfin baisser sur les cartes des anciens modèles. Donc bref, RDNA 3, moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que les performances seront là, et le gros problème que j'ai pour l'instant, c'est qu'AMD a vraiment été très flou dans l'ensemble, et au niveau du message qui a été fourni par la suite, je trouve ça pas clair du tout. J'attends vraiment d'en savoir plus, et quand j'ai déjà vu certains commentaires qui me demandent si je recommanderais la 7900 XTX ou si je la trouve vraiment intéressante ou quoi, on n'en sait rien, on n'a pas d'infos, on n'a pas assez d'infos pour le moment pour donner un avis concret, et du peu d'éléments qu'on a, alors effectivement le placement performance-prix a l'air plus intéressant que la concurrence, mais encore une fois, c'est des GPU qui vont coûter 1200, 1300 € chez nous, c'est pas non plus un méga deal, c'est certes plus intéressant que la concurrence en performance-prix si les performances se vérifient, ce qui reste encore à voir, mais j'irai pas dire que c'est donné ou que ce soit le deal du siècle. On verra bien comment ça évolue, j'espère qu'on aura plus d'infos assez rapidement. Pour moi, la 7900 XTX, ça paraît intéressant, faudra voir si ça se concrétise, et la 7900 XT, par contre, pour moi, ça devrait coûter 150 balles de moins, puisque là, c'est trop cher. Donc bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui au niveau des différentes actus. Si la vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!